Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons abordé la question des conditions de la vente du fonds de commerce dans le cadre d'une vidéo précédente. Nous allons aujourd'hui nous interroger sur les effets. Sur ce point, je peux vous dire que aux effets généraux du droit commun vont s'adjoindre des effets spécifiques à la vente du fonds de commerce. Alors, dans un premier temps, quels sont les effets de la vente à l'égard des parties? Dans un premier temps, on va poser la question sur les obligations du vendeur. Eh bien, le vendeur, comme on peut s'y attendre, est tenu de la double obligation de délivrer le fonds qu'il vend et de garantir l'acheteur contre l'éviction et les vices cachés. Obligation de délivrance d'abord, qui consiste pour le vendeur de mettre en possession l'acquéreur de tous les éléments du fonds énumérés dans le contrat. Les modalités de délivrance vont varier selon la nature des éléments du fonds. Il se posera le problème de la clientèle. Et là, je peux vous dire que généralement, les parties vont prévoir dans le contrat que le vendeur facilitera les rapports de son successeur avec la clientèle en la lui présentant et en l'assistant techniquement durant une phase de transition qu'ils vont pouvoir déterminer tous les deux. Deuxième obligation, l'obligation de garantie. Alors, ici, il s'agit essentiellement de la garantie contre les vices cachés et du fait personnel. Sur le premier point, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, et ce conformément aux règles de droit commun. Sur le deuxième point, le vendeur est garant de l'éviction de son acheteur. Garantie conforme au droit commun en ce qui concerne l'éviction du fait d'un tiers. La garantie du fait personnel prend la forme plutôt d'une interdiction de troubler l'acquéreur dans la jouissance paisible de l'exploitation. Il ne peut en conséquence se rétablir à proximité du fonds vendu. Le plus souvent, l'acte de vente va contenir une clause qu'on appelle clause de non-concurrence ou de non-rétablissement. Alors, bien sûr, certains diront que ceci est contraire au principe de la liberté de commerce, mais en réalité, en matière de vente du fonds de commerce, cette clause est valable à condition qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace, parce que l'interdiction absolue, perpétuelle et générale est nulle, bien entendu. Quelles sont les obligations de l'acheteur ? Bien, l'obligation principale de l'acheteur est de payer le prix convenu et les frais accessoires. Droit de timbre, droit d'enregistrement, frais de publication légale. Il doit également continuer les contrats de travail du personnel employé. C'est une obligation qui va faire exception à l'effet relatif des contrats. Quelles sont les règles particulières? Eh bien, ces règles particulières ont pour but de protéger les intérêts des parties en présence. Tout d'abord, la protection du vendeur. Et afin de prémunir le vendeur contre le risque de non-paiement, le législateur a créé à son profit un privilège et une action résolutoire. Quel est le privilège du vendeur? Eh bien, le vendeur, tant qu'il n'a pas été payé, dispose d'un droit qui lui permet de se faire payer de manière prioritaire sur le prix du fonds en cas de revente. Pour bénéficier de ce privilège, celui-ci doit avoir été inscrit au registre du commerce, tel que cela ressort des dispositions de l'article 92 du Code de commerce. Le privilège ne portera que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription. Ceci est très important. À défaut de désignation précise, le privilège ne portera que sur les éléments incorporels, notamment le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Là, je vous renvoie au paragraphe 3 de l'article 92 du Code de commerce. À peine de nullité, ce privilège doit être inscrit dans les 15 jours de la vente. Le privilège du vendeur va lui conférer un droit de préférence
et un droit de suite. Le droit de préférence, c'est-à-dire un droit de priorité sur le prix obtenu en cas de revente du fonds de commerce par l'acquéreur originaire ou de vente forcée qui permet au premier vendeur d'être payé avant les autres créanciers. Au terme de l'article 91 du Code de commerce, dans son paragraphe 5, le privilège couvre successivement la partie du prix représentative des marchandises, puis celle afférente au matériel et enfin celle relative aux éléments incorporels. Il en ressort que le privilège du vendeur ne garantit pas le paiement du prix global de ce fonds. Il garantit le paiement du prix de chacune des composantes. Cette divisibilité du privilège est dérogatoire au droit commun des sûretés réelles. Elle implique, pour que le privilège puisse jouer pleinement, que le prix ait été ventilé dans l'acte de vente et dans l'inscription. Au cas de paiement partiel, la divisibilité du privilège du vendeur requiert que soit défini un ordre d'imputation. Pour les paiements qui ont été effectués lors de la vente, c'est-à-dire les paiements comptants, la loi ne pose aucune directive. Et il en résulte que les parties sont libres d'imputer ces paiements dans l'ordre qu'elles souhaitent. Pour les paiements partiels effectués de manière différée, le Code impose l'ordre d'imputation d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Évidemment, on peut regretter cette divisibilité du privilège, car en fin de compte, elle va aboutir à une réduction de son assiette naturelle. Deuxième aspect, c'est le droit de suite. Droit de suite, c'est-à-dire la possibilité pour le vendeur de poursuivre le fonds en quelque main qu'il se trouve. Cela signifie que si le fonds a été revendu, le vendeur peut le saisir entre les mains du sous-acquéreur pour le faire vendre en justice et se faire payer sur le prix de vente. L'action résolutoire. Eh bien, l'action résolutoire, un point très important pour la protection du vendeur, et c'est un droit qui lui est conféré de faire résoudre la vente et de reprendre la possession de son fonds. Pour produire ces effets, elle doit être mentionnée et réservée de manière expresse dans l'inscription du privilège prévu à l'article 92 du Code de commerce. Le défaut d'inscription du privilège entraîne donc vis-à-vis des tiers la perte de l'action résolutoire. Là, je vous renvoie aux dispositions de l'article 99 du Code de commerce. Comme le privilège, cette action est limitée aux seuls éléments qui font partie de la vente. C'est-à-dire que le vendeur qui entend utiliser cette garantie doit la notifier au créancier inscrit sur le fonds. Là, je vous renvoie à l'article 101 du Code de commerce. Le jugement ne peut intervenir que 30 jours après la notification. Cette notification est également exigée en cas de résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable. La résolution encourue ou consentie ne deviendra définitive que 30 jours après la notification ainsi faite, tel que cela ressort de l'article 102 du Code de commerce. Cette disposition a pour effet de permettre au créancier nanti de l'acquéreur d'éviter la résolution en désintéressant le vendeur. Dans le cas où la résolution devient effective, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds, même ceux pour lesquels le privilège serait éteint. Cette solution a pour but d'éviter la dislocation du fonds de commerce. Le vendeur est alors comptable à l'égard de l'acheteur des éléments payés par ce dernier et qui restent le gage des créanciers inscrits ou, à défaut, des créanciers chirographaires. Voilà pour ce qui concerne la protection du vendeur. Qu'en est-il de la protection de l'acheteur? Eh bien,
La protection de l'acheteur se trouve assurée par les mentions à inscrire dans l'acte et destinées à renseigner sur la valeur réelle du fonds. En cas d'inexactitude de ces mentions, l'acheteur peut faire jouer le droit commun de la nullité relative pour dol, l'article 52 du Daïr Forbon Code des obligations et contrats. Si les inexactitudes sont non dolosives, on peut les assimiler à des vices cachés, auquel cas elles donneront lieu soit à la résolution de l'acte, soit à la diminution du prix et l'attribution de dommages et intérêts. Reste à nous interroger sur la protection des créanciers du vendeur. Il y a lieu à publicité, comme je vous l'avais dit, dans le cadre des conditions. Et en fait, cette publicité a pour but essentiel d'informer les créanciers qui disposent, à compter de cette date, de droits qui sont très efficaces. La publicité de la vente elle-même, je dois ici souligner que toute cession de fonds de commerce doit faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et d'une publication au bulletin officiel, et ce dans les 15 jours de la date de l'acte de la vente, tel que cela ressort de l'article 83 dans son paragraphe 4. Cette publication est renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le 8e et le 15e jour de la première insertion. Dans les 15 jours qui suivent la deuxième insertion, tout créancier, même si sa créance n'est pas échue, peut faire opposition à la remise du prix au vendeur. Cette opposition peut avoir lieu par simple lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétaire greffier du tribunal qui a reçu l'acte, ou par dépôt de l'opposition auprès du dit secrétariat contre récépissé. On arrive à un point fondamental qui est la surenchère du 6e. Parce que les créanciers vont disposer justement d'un droit de surenchère s'ils estiment que le prix de vente du fonds ne correspond pas à sa valeur réelle. Ils peuvent donc demander que le fonds soit mis en vente aux enchères publiques, mais ils s'engagent à se porter acquéreur pour le prix initial majoré du 6e de la valeur des éléments incorporels si aucune autre offre n'est faite. Cela explique qu'en pratique, les surenchères sont soit rares, ou assez rares, généralement. C'est-à-dire que ce n'est pas une pratique courante, mais elle est là. Ça veut dire qu'elle est là en cas de besoin et elle peut s'avérer très utile dans certains cas de figure. Voilà ce qu'on peut dire à propos justement des effets de la vente du fonds de commerce. Je vous remercie et vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.